me demandez pourquoi je ne suis pas resté dans ce conseil scientifique, c'est parce que je considérais que ce n'était pas un conseil scientifique. Voilà. Et que je ne fais pas de présence, je n'ai pas le temps. Et donc, les gens qui étaient là n'étaient pas. Je sais ce que c'est un conseil scientifique. Moi, j'ai un conseil scientifique pour l'IHU, je vous assure, qui fait rêver le monde entier, de qualité. C'est que des stars de leur domaine. C'est pas ça. C'est un conseil scientifique. Pour moi, c'était pour donner des conseils scientifiques, déterminer quels étaient les projets scientifiques. C'était pas à nous de réfléchir sur le confinement ou sur le truc. Personne ne sait répondre à ça. Donc, les discussions qu'il y avait dans ce conseil scientifique ne me concernaient pas. D'accord ? Moi, je veux bien parler de science, je veux bien parler de médecine. Donc, si on avait abordé ces questions, et quand j'ai appris que les essais avaient été déterminés par Yazad, en dehors de tout conseil scientifique, le projet scientifique lancé par le ministère de la Recherche est fait en dehors de tout comité scientifique. Donc, c'est pas un conseil scientifique, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moi. Le premier conseil scientifique que j'ai dirigé, c'était en 1989. Je m'excuse, ça fait longtemps. Et j'en ai dirigé dans ma fac, au ministère de la Recherche en 93. Donc je sais ce que c'est. C'est pas ça. Le conseil scientifique, c'est pas une bande de types qui ont l'habitude de travailler entre eux et qui discutent en disant « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est pas ça. C'est des données. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et qu'est-ce qu'on propose maintenant de pratique pour faire de la science et pour faire de la médecine ? Et c'était pas le cas, je ne me suis pas fâché. D'ailleurs, j'ai dit, je ne veux pas faire de signe de désapprobation publique, donc je n'ai pas démissionné. Et j'ai dit, je continuerai à vous informer sur ce que je ferai. Et je n'ai jamais cessé de communiquer avec le ministre de la Santé, vous le savez, et avec l'Élysée, tout le temps. Mais pas à travers ce comité qui ne me paraissait pas un comité adéquat. Je discutais, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez vraiment faire un comité scientifique, voilà, je vous donne les 10 noms des types qui connaissent le mieux le coronavirus en France. Il n'y en avait aucun de ceux qui connaissaient le coronavirus dans le conseil scientifique. Il suffit de regarder, il y a des sites pour ça, ça s'appelle Expertscape. Vous regardez les 20 premiers Français qui avaient publié sur le coronavirus, il n'y en avait aucun dedans. Donc c'est quand même, c'est ça la science. Hein. Après, vous regardez. Donc moi, je n'étais pas d'accord. Et c'est une vraie question que j'avais déjà soulevée. Ces deux questions que j'avais déjà soulevées dans mon rapport au ministre, c'était les conflits d'intérêts. Vous pouvez le lire, hein, il est online. Hein. En 2003, j'avais dit il faut faire attention aux conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts représentent un véritable problème et ils vont nous polluer. Vous avez eu depuis le Mediator, vous aurez Gilead et vous aurez les autres. Mais au bout d'un moment, il faudra s'en occuper pour de bon. Dominique Marinaki, quand il était directeur de la NSM avec Xavier Bertrand, a mis en place Santé Gouv, qui était Transparence Santé Gouv, qui est très bien, mais il faut s'en servir. Il faut le regarder. Regardez ce qui se passe. Et donc, quand les gens ont des conflits d'intérêts, ils ne peuvent pas parler de choses qui a eu des conflits d'intérêts au sein du conseil scientifique ou dans la périphérie? Non, mais regardez, tout ça est transparent. Oui. Hein. Peut-être pour vous, pas forcément pour nous. Écoutez, c'est pas compliqué, vous avez un site qui est très bien, parce que le Santé Gouv, Transparence Santé Gouv, c'est un peu compliqué parce qu'on mélange tout. On mélange, il y a les repas, etc. Mais sinon, il y a un site qui regroupe tout, qui s'appelle Euro4Doc. Vous avez qu'à regarder, vous mettez tous les noms, Euro4Doc. Tout ce que je vous dis, c'est tout sur Internet. C'est simple comme chou. Hein. Et au bout d'un moment, quand les gens me disent, il faut regarder, vous regardez Euro4Doc, et vous regardez. Et donc, moi, je vous ai dit, j'ai un conflit d'intérêt qui Hitachi, et la seule fois où j'ai parlé de microscopie électronique, j'ai rappelé que j'avais, parce que c'est vrai, j'en ai un, c'est incontestable. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de parler de quelque chose ou de recommander quelque chose qui a un lien. Que le lien soit pro ou contre, parce que du coup, ça revient sur l'hydroxychloroquine, bien entendu. Hein. D'accord ? Donc la question des conflits d'intérêts, c'est une question que j'avais déjà posée donc, il y a 20 ans, je m'excuse, parce que le temps passe pas tout à fait, 18 ans. Et j'avais posé l'autre question, qui est la sélection des experts dont on parle comme ça. Et j'avais dit, faites attention. Vous savez, l'expert qui avait été choisi à l'époque pour parler du charbon, c'est un expert qui avait été envoyé. Il servait d'expert polyvalent, celui-là. Il était expert polyvalent. Il venait de l'Institut Pasteur. Et donc, il disait, je suis expert. Alors, j'avais fait, moi, ces publications. J'ai l'habitude de faire ça. Mais il était expert de rien du tout. J'aurais dit, mais c'est pas vrai. Et ce type s'est fait choper l'année d'après pour vouloir passer chez nous à la classe exceptionnelle. Il avait bidouillé son CV. Il avait doublé le nombre de ses publications, mais il y avait un jeune qui avait regardé sur son ordinateur, sur PubMed, les publications. Il disait, mais il y a la moitié des publications que vous avez mis là, vous n'êtes pas dedans. D'accord ? Et c'était le représentant que Pasteur nous envoyait à chaque fois. Alors Pasteur l'a mis dehors après, mais ça veut dire que les experts, c'est quelque chose. Il faut avoir une analyse neutre. Et pour ça, il faut, je sais pas, c'est vrai, il y a des institutions dans ce pays, l'Observatoire des sciences et techniques, ils sont parfaitement compétents pour faire ça. Il faut leur demander une évaluation de la qualité des experts. Et il faut demander, sur Transparence Gouv, effectivement, le fait que ce soit pas de l'autodéclaration, mais que les gens n'aient vraiment pas de conflit d'intérêt.
pour la question dont il parle. Si quelqu'un qui a travaillé avec Gilead, qui a fait partie du board de Gilead, parle de microscopie électronique, ça me gêne pas, vous voyez, c'est pas le problème. Mais si c'est pour parler du remdesivir ou c'est pour parler de trucs, ça me pose un problème. Voilà. Et donc, parce que c'est Milton Friedman qui dit ça, vous savez, il n'y a pas de repas gratuit, ça n'existe pas. Voilà. Bon, il se trouve que dans ce conseil scientifique, j'étais un ovni. Donc, au bout d'un moment, ou un extraterrestre. Donc, il n'y avait pas de compatibilité génétique entre nous. Donc, c'était pas possible. C'était un groupe qui se connaissait entre eux, qui travaillait depuis des années ensemble. C'était le groupe Reacting de INSERM. Et donc, là-dedans, je suis arrivé là-dedans. Je pense que c'est le président qui a souhaité que je fasse partie de ce groupe. Donc, je suis arrivé secondairement dans un groupe de gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui avaient des idées très précises, qui avaient déterminé ce qu'il fallait faire. Avant que j'arrivais, j'étais pas d'accord. Par exemple, encore une fois, il y avait 2 molécules dont on pensait qu'elles pouvaient être efficaces. Je pensais que si on devait faire un essai, il fallait faire l'essai avec les 2 molécules. Ça me paraissait raisonnable. Donc j'ai vu que nous n'arrivions pas à parler ensemble. Donc je n'ai pas voulu, mais j'ai continué à penser que je pouvais être utile. Et je crois que c'est ce qu'a pensé le président. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qu'a pensé aussi le ministre. Je peux vous dire, à chaque fois que nous avons trouvé quelque chose, j'en ai toujours informé le ministre avant d'en parler publiquement. Toujours. Eh bien, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz. Alors maintenant, on arrive finalement au cœur de l'émission avec ce livre de Christian Perronne. Merci à lui et grand contentement en tout cas du succès qu'éprouve cet ouvrage. Je pense que vous avez remarqué sur la partie communautaire de la chaîne YouTube qu'il y a actuellement tout simplement 2 pétitions qui circulent sur le site monopinion, je crois, .com, et que certains esprits taquins se sont amusés à comparer tout simplement le nombre de signatures. La première pétition, eh bien, c'est d'être contre le docteur Perronne, en le traitant de charlatan et bien plus encore, et en lui cherchant des noises, en essayant de convaincre ça y est, j'ai perdu le nom, l'ordre des médecins de l'exclure, et j'en passe. Et puis, évidemment, la deuxième pétition, c'est en soutien au Christian Perronne. Alors, les ordres de grandeur, c'est que la première, celle contre, recueillait environ 1450 suffrages, tandis que la deuxième caracolait, je crois, plus de 50 000 soutiens à l'heure où je suis allé voir dans la journée. Et on compte sur vous pour faire exploser les compteurs de cette pétition de soutien au livre du Christian Perronne, qui n'a qu'un seul inconvénient, c'est évidemment de dire la vérité. Et tous ceux qui savent à quel point les médias sont des instruments de propagande, eh bien, on découvre jour après jour que toute vérité n'est pas bonne à dire. Eh bien, à nous de changer la donne en contribuant à faire connaître cette vérité avec un bouquin, ma foi, fort documenté. J'en sais quelque chose quand je veux extraire donc du présent live la partie consacrée à Christian Perronne, puisque je me fais une sorte de devoir. Vous voyez, alors pour cette partie 3 aujourd'hui, scandale numéro 3, le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme, donc à la page 41 du 10 ouvrage. Et évidemment, ces choses ne sont pas racontées en l'air comme ça. Vous trouvez à la fin du livre eh bien, des notes chapitre par chapitre. Donc pour le scandale numéro 3, le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie. Vous voyez la première note, par exemple, il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. C'est ce que nous disait Yazdan Pana le 21 janvier 2020 sur France 5. Eh bien, le jeu consiste ensuite à aller vérifier comme on devrait tous le faire. C'est en bas de la page, voilà, c'est là que vous le voyez. Eh bien, chaque note, quoi. Et voyez, pour ce chapitre, ce scandale numéro 3, si on veut faire du bon travail, il va falloir passer en revue 26 notes. Vous voyez, la dernière, c'est le conseil scientifique est composé de 11 membres, tous internalement reconnus dans leur domaine d'expertise, nous dit le site internet de l'Élysée. On va voir qu'ils ont une drôle de conception de l'expertise. Alors, sans plus tarder, on va rejoindre évidemment
Ce troisième scandale, le Conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme, la création d'un conseil scientifique constitué de personnalités de haut niveau pour éclairer notre président, voilà de quoi réjouir tous les Français. Nous allons passer en revue la démarche scientifique rigoureuse, l'anticipation et les prises de position rapides et limpides de ce conseil au travers de 3 déclarations officielles. La première: il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. La fameuse note 1 que je viens de vous citer. Et ça, on doit cette merveilleuse citation à Yazdan Pana. Deuxième affirmation, deuxième déclaration officielle. Les modèles suggèrent que cela peut être suffisant pour endiguer la première vague de l'épidémie. Ça, on le doit à Simon Cauchemez. Et puis la troisième déclaration officielle, le plan français contre les pandémies est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme le meilleur. Voyons, cocorico. Aujourd'hui, on arrive à s'appuyer sur cet outil. Ça, c'est Bruno Lina. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas, évidemment, pour faire peur aux Français et en même temps pour se disculper de toute responsabilité. Alors, je redonne la parole à Christian Perron. Voilà, je pourrais m'arrêter là si nous vivions dans le meilleur des mondes, mais le conseil scientifique qu'Emmanuel Macron a réuni est composé des meilleurs. C'est bien ça, la théorie. Faut-il se priver pour autant d'aller plus loin? Car il y a tant d'autres choses amusantes à raconter sur ce conseil et tant d'autres personnes compétentes dans ce comité. Alors accrochez-vous, parce que ça va être un défilé de personnages, évidemment, tous plus ahurissants les uns que les autres, au sein d'un tel comité. Le visionnaire qui ne croit pas une seconde à l'épidémie fait bien sûr partie de ce prestigieux conseil scientifique. Mais avant ça, Yazdan Pana est directeur de l'Institut d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l'INSERM et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Vu son curriculum vitae, il paraît évident qu'on est devant un médecin chevronné et respectable. On peut aussi affirmer, là non plus sans prendre trop de risques, que Yazdan Pana n'est en revanche pas des plus pressants. 9 jours avant cette sortie médiatique, la Chine annonce son premier mort du coronavirus. Admettons que le professeur Yazdan Pana ne soit pas alerté sur la menace qui se rapproche de Chine au début de l'année par ses collègues infectiologues français ou d'autres pays, que peut-être le virus va donc nous atteindre. Moi, je m'en inquiète déjà en tout cas, et beaucoup d'autres aussi, mais admettons. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en plus d'être un grand médecin, Yazdan, je peux me permettre, on se connaît, est aussi expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, et que l'OMS demande à tous les pays, pour ne pas dire les supplie, de se préparer depuis déjà un bail. Sur son site le 12 janvier, de l'OMS, donc, la Chine a communiqué la séquence génétique du nouveau coronavirus. Ceci est essentiel pour que d'autres pays puissent mettre au point des kits de diagnostic spécifiques. J'ai, comme Yazdan, moi aussi été expert auprès de l'OMS pendant 9 ans jusqu'en 2016. S'il est bien une instance que les professeurs, tous les médecins d'ailleurs écoutent, c'est bien l'OMS. Et on lit absolument tout ce qu'ils écrivent. Donc, même si Yazdan ignorait en janvier que le coronavirus allait arriver en France, il savait du moins qu'il fallait s'y préparer. Un autre membre du Conseil a participé aux bonnes décisions prises ces derniers mois. Bruno Lina, lui, il est virologue. Au CHU de Lyon, il dirige le Centre national de référence virus des infections respiratoires, dont la grippe. Laboratoire associé, retenez bien les noms, à l'Institut Pasteur. Bruno Lina, il dirige le Centre national de référence virus des infections respiratoires, laboratoire associé à l'Institut Pasteur. Un beau CV donc là aussi. On est donc devant un grand médecin, ce que je confirme, jusqu'à la crise du coronavirus où il croit entendre des lauriers de l'OMS à propos du système de santé français. Ah bon? L'OMS considère notre plan de pandémie comme le meilleur du monde? Parce que sur son site, cherchez vous-même, pas de traces de ça, pas à la télé non plus. Il y a bien des membres de l'organisation qui s'expriment régulièrement, mais plutôt pour dire ça. Si les pays détectent, dépistent, traitent, isolent, retracent les cas, on évitera une transmission communautaire. Je crois que tout le monde a compris là que l'OMS s'agace que certains pays ne dépistent pas. Ils doivent ignorer qu'en France, on n'a même pas de masque. Tant mieux pour nous,
Sinon, ça chaufferait encore plus. Quant à Bruno Lina, il est parfaitement satisfait par notre organisation sanitaire et il le dit volontiers. Et il le dit après que l'OMS a encore tapé du poing sur la table en se disant reconnaissante envers l'Iran, la Corée ou encore l'Italie pour les mesures prises. L'organisation ne serait-elle pas à sa façon en train de traiter les autres pays de cancres, dont la France ? Chez nous, on ne dépiste pas. Chez nous, on n'est pas encore confiné, contrairement aux pays cités. L'OMS nous dit qu'on déraille sec. C'est dit poliment, mais je crois que le message est limpide. Ensuite, on pourrait parler du rôle de Bruno Lina au sein du Conseil, parce que chacun a un rôle dans ce groupe. Et lui, il est au cœur d'une stratégie fondamentale pour lutter contre le coronavirus. Et vous allez voir que là encore, il a été très actif. Il est chargé de la stratégie qui consiste à repositionner les médicaments. Je traduis et je vais vite. Il doit trouver le remède au virus parmi les médicaments existants pour éviter des recherches longues et coûteuses. Longues parce que créer un médicament, ça prendra toujours plus de temps que de partir sur ce qui existe déjà. Coûteuse parce que la recherche, ce n'est pas une blouse blanche qui travaille dans son coin, mais l'alliance de beaucoup de bonne volonté. Des personnes qui font toutes sortes d'essais grâce à des machines toujours plus sophistiquées, dans plein de pipettes et d'éprouvettes sur plein de machines, jusqu'à trouver la bonne molécule. En résumé, un temps considérable, une main-d'œuvre qui vaut cher et du matériel souvent hors de prix. L'excellent Bruno Lina, lui, n'a ni trouvé ni proposé la molécule que tout le monde attend pour soigner du Covid-19. L'hydroxychloro quoi ? Pendant longtemps, il n'en parle pas, on se demande bien pourquoi. Ce médecin énergique ne répugne pas en revanche à s'éloigner chaque fois qu'il le faut du monde hospitalier pour porter la bonne parole. Après tout, il est membre d'une instance qui est censée sauver le pays. Il ne ménage donc pas ses efforts pendant la crise pour répondre aux sollicitations des journalistes. Pour ne citer que celle-ci, le 2 mars à France Info, le 11 mars à Euronews, le 19 mars il dégage suffisamment de temps pour répondre à la fois aux Parisiens et à France 3. Belle interview. Ensuite, on peut le lire dans Le Progrès, le voir sur BFM, LCI, bref, un peu partout. Même sur YouTube où il fait son tuto « Lutte contre le coronavirus ». C'est sûr que cette vidéo ne s'est pas bouclée à la première prise. Il y a du communicant là-dessous, du réalisateur et du décorum. On imagine qu'il a aussi le temps de suivre tous ces dossiers, de participer aux travaux du conseil scientifique et d'échanger des informations sur la situation avec les professeurs et les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Un dont les prises de parole dans les médias sont exemplaires, même emblématiques, c'est justement le président du fameux conseil, Jean-François Delfraissy. Comme le disait la pub Pantashop des années 80, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Pub, soit dit en passant, tiré d'un vers de Voltaire de 1770. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Cet homme pondéré diffuse des paroles rassurantes destinées aux Français, tout en expliquant en général dans la même phrase qu'il ne sait pas grand-chose. Mais il va lancer beaucoup d'études très scientifiques avec ses éminents collègues, suggérant que toutes ces décisions ont été mûrement réfléchies. Et que nous dit-il au cours de ces innombrables interviews à la télé ou dans la presse ? Eh bien, rien de plus. France Inter, 11 mars, sur la fermeture des écoles. Ça mériterait d'être mis sur la table, dit-il. Journal télévisé de France 2, le 18 mars, sur le thème du confinement. Le conseil scientifique mis en place pour éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au Covid-19 y réfléchit. Dans ce même journal télévisé, sur la question du traitement, il reste beaucoup d'inconnus scientifiques et de questions sociétales posées. Vous reconnaissez là l'art de beauté en touche. Dans le Figaro du 25 mars, sur le traitement de la crise dans les EHPAD, nous allons communiquer très prochainement sur la question. J'ai bien l'impression qu'on attend toujours, les amis. Toujours dans le Figaro, à la question « Comment protéger les personnes âgées et les plus vulnérables ?» Réponse « Je ne peux pas aller trop loin sur le sujet, nous communiquerons très prochainement. » Là aussi, j'ai bien peur qu'on attende toujours. « Comment concilier mesures sanitaires et rites funéraires ?» lui demande-t-on. Il répond « Nous soulignons le problème dans la vie, mais nous n'avons pas de réponse. » Super. Dans le journal Sud-Ouest, le 7 avril, sur l'après-confinement, nous réfléchissons
aux stratégies de post-confinement, dit-il. J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'assume le fait qu'il y a un certain nombre de choses que je ne sais pas et où je ne peux pas donner de réponse. Il faut assumer le fait de dire qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Bravo. Rassurant ou pas de savoir qu'il est le président du conseil scientifique pendant la crise du Covid-19. J'enchaîne parce que c'est loin d'être fini. Dans le genre, je prends mes responsabilités, je n'élude rien, je suis droit dans mes bottes. On ne fait pas mieux que Jean-François Delfraissy. Lui-même prévenait d'ailleurs en 2016 les députés. Il venait d'être nommé à la tête du comité consultatif national d'éthique, qu'il était un cow-boy de la recherche. Un cow-boy de la recherche, Jean-François Delfraissy. Trouvez que ça lui va bien, les amis? N'hésitez pas à commenter. Maintenant qu'on a vu quelques exemples de la politique de son conseil, on ne sait pas, on attend, on réfléchit ou on va y réfléchir. La preuve que le président du conseil scientifique, quand il parle, ce n'est jamais pour ne rien dire. Passons à une autre facette du personnage. Les personnes les plus âgées sont les plus fragiles quand elles sont touchées par ce virus, d'où les mesures pour protéger nos anciens d'une vision intergénérationnelle qui doit se mettre en place. Si c'est pas de la phrase, ça, merci. On ne savait pas que les personnes âgées étaient plus vulnérables. Du coup, on ne savait pas non plus qu'il fallait mettre des choses en place. Le 11 mars, le jour où il dit ça sur France Inter, 48 morts français, 2281 cas, tous âgés. On ignorait aussi d'ailleurs que la question essentielle, c'est le nombre de formes graves du coronavirus. Et puis concernant le confinement des maisons de retraite, la Palisse lui-même n'aurait pas dit mieux que Jean-François Delfraissy, à savoir « il faut être intelligent, garder une forme d'isolement, mais ne pas non plus les isoler ». Je répète, il faut être intelligent, garder une forme d'isolement, mais ne pas non plus les isoler. Si vous ne reconnaissez pas là l'intelligence même, clôturons ce dossier du grand chef du conseil scientifique pour montrer que quand il prend la parole, c'est rarement rassurant. Je cite Jean-François Delfraissy. On est sans traitement, on est sans vaccin et on n'aura pas de vaccin avant 1 an. Ça, c'était le 12 février chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM. Est-ce que ce sera au printemps ou plus tard? J'ai tendance à penser que ce sera plus tard. Il parle là de la baisse de cas de coronavirus en France. Le 3 mars, chez Guillaume Durand, sur Radio Classique. On a un essai clinique qui démarre avec 2 molécules. On n'est absolument pas certain que ça marche. Sur France Inter, le 11 mars. Conclusion, au secours, a-t-on envie de crier à Emmanuel Macron, d'autant que Jean-François Delfraissy se plaît dans sa fonction. Il s'accroche. Je songe à me mettre en retrait du comité consultatif national d'éthique dont il est président par ailleurs, car je considère que là où je peux être le plus utile pour les 2 mois qui viennent, 3 points de suspension, c'est dans la réponse au Covid-19. Mais qu'est-ce qu'on a fait, on a envie de dire, pour avoir des Pékins pareils comme gens censés gérer cette crise? Constat, déclaration d'intention, espoir, on verra bien. Dans le même genre, au sein du fameux Conseil de l'Élysée, d'autres personnalités sont chargées de sauver le pays. Laetitia Atlani-Duhaut, par exemple, est, 3 points de suspension, anthropologue. Directrice scientifique de la fonction Maison des sciences de l'homme, elle est aussi responsable du pôle recherche du Collège d'études mondiales. Mon rôle est de réfléchir à l'impact sociétal des épidémies, d'expliquer ce qu'entend la société française de telle ou telle, ce qu'entend, c'est bien ça, la société française de telle ou telle décision, explique-t-elle au journal L'Opinion. En pleine crise du coronavirus, ne pourrait-on échanger une anthropologue contre un spécialiste des virus, un infectiologue, un immunologiste, un chercheur peut-être, parce qu'il ne me paraît pas indispensable là tout de suite de penser à l'impact sociétal avant tout, même si cette question sera capitale à étudier après la crise. Même réflexion concernant Daniel Benamouzig. Lui, il fait partie du conseil scientifique en qualité de sociologue. Il est également directeur de recherche, CNRS Sciences Po. Son job à lui, pendant le Covid-19, c'est d'évaluer les retombées économiques de la crise et ses conséquences sur le système de santé français. Là encore, je me permets de demander si c'est bien le moment de penser à ça. On ne peut pas avoir un expert des maladies tropicales à la place? En fait, avant de se demander ce que ça va coûter et comment on va s'en remettre, on pourrait déjà essayer de s'en sortir, non?
Quant à Simon Cauchemez, épidémiologiste, spécialiste de la modélisation mathématique, il a toute sa légitimité. Lui, c'est l'optimiste de service, mais il a dû se mélanger les pinceaux dans ses équations mathématiques. C'est lui qui disait à propos des premières mesures du gouvernement pour lutter contre le virus qu'elles devaient être suffisantes pour endiguer la première vague de l'épidémie. Ça, c'est dans Le Monde du 15 avril 2020. On en était à 12 210 décès le 10 avril. On est là devant un visionnaire. Vous voyez, du 15 mars 2020 au 10 avril, 12 210 décès. Heureusement, il est rejoint par le dernier expert qui a fait son entrée au Conseil, Emeril Hoang. En pleine crise sanitaire, on est très logiquement allé chercher un spécialiste de haut niveau en numérique pour sortir du tunnel. Le professeur Franck Chauvin, professeur de santé publique et président du Haut Conseil de la santé publique, HCSP, raccroche aussi le groupe en cours de route. Il a un fait de gloire dans la lutte contre le coronavirus. C'est lui qui signe un avis du HCSP qui réserve l'hydroxychloroquine aux mourants, tout en déclarant au Canard enchaîné qu'une prescription aussi tardive de l'hydroxychloroquine n'a aucune utilité médicale. Déclaration consternante et avis stupéfiant du HCSP qu'Olivier Véran s'empressera de transformer en décret. En fin de l'action, ça décoiffe, champagne, mais ce sont les malades qui vont trinquer. Bon allez, j'arrête de faire du mauvais esprit. L'équipe qui guide Emmanuel Macron a une renommée planétaire. Le conseil scientifique est composé de 11 membres, tous internationalement reconnus dans leur domaine d'expertise, peut-on lire sur le site de l'Élysée. Je me demande bien si Pierre-Louis Druet, médecin de ville à Port-Marly, est internationalement reconnu, mais bon, puisque l'Élysée le dit. Moi, je le connais parce qu'il travaillait dans ma fac comme professeur de médecine générale et qu'il a, avec ses collègues du CNGE, Conseil national des généralistes enseignants, eu la curieuse idée de supprimer les postes d'internes de médecine générale dans nos hôpitaux. Alors, flinguer le coronavirus, il devrait savoir faire. Ce que dit aussi le Palais, c'est que Didier Raoult est membre du Conseil. C'était le cas, c'est vrai, mais ça n'a duré que quelques jours, le temps qu'il s'énerve et claque la porte, et devienne l'ennemi numéro 1 du dit Conseil. Sur le site du président de la République, il figure encore sur la liste le 10 avril. Ce n'est pas bien grave que le site ne soit pas à jour, mais ce qu'il est, c'est qu'on nous annonce 11 membres au Conseil et qu'en fait, il n'y en a que 10. Était-ce vraiment le moment de se passer, quelles que soient les controverses qui l'entourent, d'un scientifique de ce niveau ? Autre question. Juste pour évoquer la rigueur de nos experts et leur capacité à montrer l'exemple et à guider le peuple. Palais de l'Élysée, jeudi 12 mars, Geneviève Chen, retenez bien ce nom, la directrice générale de Santé publique France, prend une photo de groupe sur son smartphone. Elle n'est pas bonne l'idée, tout le monde sans masque se sert comme dans le métro pour être dans le cadre. La photo existe et est facile à trouver sur internet. Les consignes de distanciation ne sont du coup pas respectées. C'est déjà consternant, mais attendez la suite. Les 10 personnes présentes sur le cliché sont les membres du conseil scientifique. Cherchez l'erreur. Bon, cette fois je le jure, j'arrête de me moquer. Pas besoin d'être expert pour se rendre compte que ce conseil est légèrement déconnecté de la réalité et peu adapté pour réagir à des situations d'urgence sanitaire. C'est peut-être pour ça que notre président nomme un second conseil, le CARE, comité ou le CAR, comité analyse, recherche et expertise. CAR, comité analyse, recherche et expertise. Personne n'a encore compris son rôle. Peu de gens suivent ses travaux. Personne ne sait ce qui a poussé le président à créer une structure supplémentaire qui s'ajoute à toutes les autres. Mais on a sorti une co-titulaire du prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi, de son confinement et on l'a poussée devant les projecteurs du journal télévisé de TF1. Sa mission, voler justement au secours du président qui vient de prononcer un des nombreux discours qu'il nous inflige depuis le début de la crise. Mais avec CAR, on prend de la hauteur. Dommage que les Français, au vu des communiqués de ce mystérieux comité, ne s'en soient pas rendus compte. Pour conclure sur le conseil scientifique Covid-19, il faut noter que tous ses membres ont insisté au fil des semaines sur le fait qu'ils étaient totalement indépendants, donc crédibles. À ce stade, on a envie de poser la question qui fâche. Qui en doutait ? Alors demain, hélas, parce que ça ne va pas s'arrêter là, tous ces scandales, il va falloir qu'on en supporte jour après jour 11.
Mais en étant mieux armés, eh bien, qui sait, peut-être arriverons, nous, à l'instar de ce que nous propose Jean-Jacques Crèvecoeur, à trouver les bonnes questions qui fâchent à poser. Hein. Le scandale numéro 4, pour demain, bien sûr. Aïe, 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 certains experts n'ont vraiment pas peur des conflits d'intérêts. Et là, préparez-vous à hurler, préparez des traversins si vous avez peur de déranger tout l'immeuble. Bref, vous allez voir que, évidemment, on n'a aucun étonnement sur l'ampleur qu'a pris cette crise face à un niveau d'arrogance et d'incompétence qui ne peut s'expliquer qu'effectivement, sans doute, ce scandale est un des primordiaux par ces conflits d'intérêts, quand on n'est plus au service d'un peuple mais d'intérêts privés. Eh bien, j'espère que ça pourrait ouvrir les yeux de certains, mais on a encore de nombreuses raisons d'en douter.